Bonjour à tous, je m'appelle Edwige Noir-Fallis et je travaille au CSTC, au laboratoire Isolation, Étanchéité et Toiture. Je suis également ingénieur animateur du comité technique Étanchéité. Aujourd'hui, je vais vous parler des compositions de toitures plates. Après une introduction, je détaillerai les compositions de toitures plates classiques éprouvées. Ensuite, j'expliquerai certaines compositions déconseillées pour terminer avec les compositions qui nécessitent une attention plus particulière. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une toiture plate? En quoi ces principes diffèrent-ils de ceux d'une toiture inclinée? La première est recouverte d'une couverture de toiture, donc d'éléments en écaille qui se recouvrent, c'est-à-dire d'une barrière à la pluie qui n'est pas étanche à l'eau. La toiture plate, par contre, est recouverte d'une étanchéité de toiture, c'est-à-dire d'une couche continue dont les joints sont rendus étanches, donc une couche étanche à l'eau. Une toiture inclinée est possible seulement à partir d'une certaine pente qui dépend du système, de l'ordre de 30%, tandis qu'une toiture plate est possible pour toutes les pentes à partir de 2%. La toiture plate est décrite en détail dans l'ANIT 215 que vous pourrez facilement trouver via notre site web et la rubrique Publications. Le chapitre 3 de cette ANIT détaille précisément les différentes compositions de toiture. Parmi les compositions classiques éprouvées, je vais retrouver la toiture chaude. Si je parcours le complexe toiture de bas en haut, je vais retrouver le plancher de toiture, la forme de pente, éventuellement à par vapeur, l'isolation thermique, l'étanchéité et éventuellement un lestage. Si je m'intéresse à l'évolution des températures dans le complexe toiture, comparativement avec une toiture non isolée, je peux voir rapidement que le support est protégé par l'isolation thermique des importantes variations de température. Par contre, l'étanchéité, qui se situe à l'extérieur de l'isolation, sera plus sollicitée thermiquement par rapport à une toiture non isolée. J'ai indiqué le terme de par vapeur éventuel. Je vais peut-être faire une petite parenthèse à ce sujet pour aider à la compréhension de la suite de l'exposé. Un par vapeur a pour fonction principale d'éviter que la quantité de condensation interne devienne inadmissible suite à la convection ou à la diffusion de vapeur d'eau. Comme on le sait, la condensation se produit lorsque de l'air chaud, humide, arrive en contact avec une surface froide et étanche à la vapeur. Il faut donc éviter que de l'air chaud, humide, intérieur traverse l'isolation et atteigne l'étanchéité et s'y condense. Et c'est pour cela qu'on appliquera un par vapeur du côté chaud, généralement intérieur de l'isolation. La nécessité ou non de prévoir un par vapeur et le type de par vapeur dépendent de différents facteurs. Tout d'abord, du support de toiture, également de la classe de climat intérieur, c'est-à-dire de la production d'humidité dans le bâtiment, mais également du type d'isolation et de la technique de pose de l'étanchéité. Pour éviter des calculs détaillés, la unité 215 reprend un tableau qui donne une indication donc de type de pare-vapeur, de classe de pare-vapeur à prévoir en fonction des différents cas de figure. Comme seconde composition classique éprouvée, on retrouve la toiture inversée. Dans ce cas-ci, l'isolation se situe au-dessus de l'étanchéité. Donc de bas en haut, on va trouver le plancher de toiture, la forme de pente, l'étanchéité, l'isolation et puis un filtre et un lestage pour maintenir donc l'isolation en place. Si j'observe l'évolution des températures dans le complexe, je vois que tant le support que l'étanchéité sont protégés des variations de température. Par contre, l'isolation se situe au-dessus de l'étanchéité, elle est donc exposée aux intempéries, à l'eau, et tous les types d'isolation ne conviennent pas à cet usage. Le seul qui convient, c'est le polystyrène extrudé, donc XPS, qui absorbe en fait très peu d'eau. Il faut également, pour que le système fonctionne, prévoir un lestage perméable à la vapeur d'eau, c'est-à-dire que l'eau qui va arriver au-dessus de l'étanchéité puisse s'évaporer ultérieurement.
Cette eau qui peut pénétrer entre et sous les panneaux cause bien entendu des déperditions thermiques puisque l'eau est conductrice de chaleur. Il faudra donc tenir compte de ces déperditions thermiques lorsqu'on veut calculer la résistance thermique d'une toiture plate ou bien prévoir l'épaisseur d'isolation nécessaire pour atteindre une certaine performance. Si on veut limiter ces déperditions thermiques de la toiture inversée, on peut opter pour un système hybride, c'est-à-dire une toiture duo, qui combine une toiture chaude et une toiture inversée, c'est-à-dire donc qu'une partie de l'isolation se situe en dessous de l'étanchéité et une partie au-dessus. Je vais maintenant détailler quelques compositions de toiture qui sont déconseillées. Pour commencer, donc, une composition de toiture plate où l'isolation se situe sous le support est déconseillée. Pourquoi? Tout d'abord parce que le support qui se situe du côté extérieur de l'isolation sera très fortement sollicité thermiquement, plus qu'en toiture non isolée, et donc cela entraîne un risque de fissuration. On perd également l'inertie thermique de ce support. Le pare-vapeur doit être posé du côté intérieur, puisqu'on le pose du côté chaud de l'isolation, ce qui pose certaines questions, certains problèmes. La mise en œuvre est plus difficile que lorsqu'on le pose au-dessus d'un support continu et on risque également de le dégrader ultérieurement lors de l'utilisation du bâtiment. On enferme également de l'humidité de construction, puisque le support en béton se situe entre l'étanchéité et le pare-vapeur. Cette humidité risque d'être transmise à l'isolation. Et enfin, c'est difficile d'éviter les ponts thermiques entre la toiture et les parois, puisque la toiture est isolée par l'intérieur, tandis que les parois sont isolées par l'extérieur. Voici le genre de dégâts que l'on peut observer suite à la dilatation importante du support. On voit ici une fissuration, voire un déplacement des acrotères. Une seconde composition de toiture déconseillée est celle où l'isolation se situe non plus sous le support, mais sous la forme de pente, comme on peut le voir sur ce schéma. On va également enfermer l'humidité de construction de la forme de pente entre l'étanchéité et l'isolation, et donc on risque d'humidifier l'isolant et de diminuer ses performances thermiques, voire mécaniques. Si on regarde les profils de température, on peut voir également des mouvements thermiques importants de la forme de pente qui risquent de se fissurer, mais également d'entraîner la fissuration de l'étanchéité posée dessus, ce qui est évidemment encore plus problématique. Une troisième composition de toiture déconseillée est la toiture froide, une composition que l'on voyait parfois dans le passé, qui heureusement est devenue très rare. Elle consiste à poser l'isolation sous le support, donc entre les éléments du support en bois, et à ventiler le complexe de toiture avec de l'air extérieur. Non seulement ce complexe présente les inconvénients liés à l'isolation posée sous le support, mais en plus, on a des risques élevés de condensation puisqu'il y a une circulation d'air, une ventilation avec de l'air extérieur et donc le risque que certains matériaux deviennent plus froids que l'air intérieur, donc risque de condensation. Cette condensation et cette humidité peut entraîner des conséquences telles que pourrissement du bois, ramollissement des matériaux agglomérés, dégradation de l'isolant, moisissure, etc., comme on peut notamment le voir sur ces photos. Je vais maintenant expliquer certaines compositions de toiture qui nécessitent une attention particulière. Tout d'abord, la composition où une partie de l'isolation se situe au-dessus du support et une partie en dessous du support, ce qui peut être intéressant dans le cas d'un support en bois pour rentabiliser l'espace entre les poutres du support. En principe, comme on l'a expliqué précédemment, le pare-vapeur se situe du côté chaud de l'isolation, c'est-à-dire dans ce cas-ci, il devrait se situer sous le support. Toutefois, on a vu que ça posait pas mal de problèmes pratiques qui mettent en question sa bonne fonctionnalité et sa durabilité, donc on préférera le poser au-dessus du support en bois.
On n'est donc plus tout à fait du côté chaud de l'isolation. Donc la température du pare-vapeur diminue et il faut veiller à ce qu'elle ne diminue pas trop pour éviter qu'il y ait une condensation au droit du pare-vapeur. On va donc prévoir une isolation avec une résistance thermique suffisante au-dessus du support. On propose la règle empirique suivante qui est que la résistance thermique de l'isolation au-dessus du support, au-dessus du pare-vapeur, soit 1,5 fois supérieure à celle de l'isolation qui se situe en dessous. Cette composition particulière fait l'objet d'une infofiche, l'infofiche 26, que vous pourrez également aisément trouver sur notre site web dans la rubrique Publications. Une seconde toiture qui nécessite une attention particulière est la toiture compacte. L'isolant de cette composition de toiture se situe entre le pare-vapeur et le support de l'étanchéité, c'est-à-dire entre les poutres du support en bois. Elle ressemble à première vue à la toiture froide, mais est différente en ce sens que l'espace est complètement rempli d'isolation et n'est pas ventilé par de l'air extérieur. On utilise non pas un pare-vapeur en tant que tel, mais un frein-vapeur intelligent ou hygrovariable, c'est-à-dire une membrane dont les caractéristiques de résistance à la diffusion de vapeur d'eau varient en fonction des conditions ambiantes. Si l'air ambiant est plus humide, la résistance à la diffusion de vapeur d'eau va augmenter, tandis qu'elle va diminuer lorsque l'air est plus sec, ce qui revient à empêcher une migration d'humidité vers le complexe toiture en hiver et à permettre un séchage vers l'intérieur en été lorsque la surface de la toiture est échauffée. C'est une composition relativement récente qui est apparue parce qu'elle présente certains avantages, notamment le fait qu'il y a moins d'exigences sur l'isolation. On ne marche pas sur l'isolation, elle est sous le support et non pas dessus, et donc elle doit être moins résistante à la compression, moins cohésive, etc., que dans le cas d'une toiture chaude. Et également, la continuité de l'étanchéité à l'air entre la toiture et les murs est plus aisée à réaliser que dans le cas d'une toiture chaude avec un support en bois. Cette composition de toiture compacte fait l'objet d'un dossier du CSTC que vous pourrez également trouver sur notre site web. Je ne vais pas la détailler complètement aujourd'hui, mais juste peut-être citer les différentes conditions qu'il convient de respecter pendant et après les travaux pour que cette toiture fonctionne. Donc tout d'abord, il faut limiter vraiment au maximum l'humidité qui sera enfermée dans le complexe toiture. Donc limiter d'abord l'humidité du bois. Ensuite, prévoir un frein à vapeur intelligent plutôt qu'un pare-vapeur pour permettre donc le séchage en été. Prévoir un temps le plus court possible entre la pose de l'isolation et du frein à vapeur, toujours pour éviter l'introduction d'humidité. S'assurer d'une bonne étanchéité à l'air, notamment au moyen d'un test blower door. Éviter ce qui pourrait entraver le séchage en été, ce qui pourrait entraver l'échauffement de la surface de la toiture, par exemple des éléments extérieurs qui entraîneraient de l'ombre sur la toiture, ne pas poser une toiture verte sur la toiture compacte, poser une membrane d'étanchéité foncée plutôt qu'une membrane claire et faire d'autant plus attention aux exigences concernant la pente de toiture pour éviter la stagnation d'eau et le refroidissement de la surface. Cette composition est également réservée à une utilisation du bâtiment qui ne produit pas trop d'humidité. Il faut également prévoir une finition intérieure perméable qui permette donc les transferts d'humidité nécessaires au bon fonctionnement de la toiture compacte et également une isolation donc fibreuse et perméable qui permet également ces mouvements d'humidité. Vous l'aurez compris, c'est une toiture particulière dont la conception et la réalisation requièrent une compétence, une approche et une expérience spécifiques. Donc on conseille de réserver cela aux spécialistes et de ne pas généraliser ce concept puisque la toiture chaude ou inversée offre malgré tout une meilleure garantie contre les problèmes d'humidité. Une troisième composition de toiture particulière est celle impliquant un mortier isolant et des panneaux d'isolation intégrés.
C'est-à-dire qu'on va simultanément réaliser la forme de pente et l'isolation thermique de la toiture au moyen d'un mortier à base de ciment et de granulats isolants tels que EPS, donc polystyrène expansé, vermiculite expansé par exemple, et de panneaux d'isolation d'épaisseur croissante donc pour permettre de réaliser la pente. On va introduire de l'humidité de construction via donc le mortier. Il convient donc de prévoir une durée de séchage suffisante et de s'assurer d'une pause par temps sec pour éviter d'introduire trop d'humidité dans le complexe toiture. Ce type de système est également susceptible à l'endommagement par le gel-dégel, donc il faut être très attentif aux conditions de pose et bien respecter les prescriptions techniques que vous trouverez donc dans la documentation du fabricant. Je vais terminer par une dernière composition de toiture tout à fait particulière qui est la toiture d'une cellule frigorifique ou cellule de congélation. Dans ce cas-ci, on est dans une situation inversée par rapport à la toiture chaude, puisque le côté froid est le côté intérieur et non plus le côté extérieur. On a donc le transfert de vapeur qui se fait de haut en bas plutôt que de bas en haut, comme dans le cas d'une toiture chaude. Et le pare-vapeur va donc, dans ce cas-ci, se situer du côté extérieur, c'est-à-dire au même niveau que l'étanchéité de la toiture. Alors, ça pose une certaine difficulté au niveau de l'étanchéité à l'air et de sa continuité avec les parois, puisque celle des parois sera généralement réalisée par l'intérieur. Il faudra donc s'assurer d'une connexion entre l'étanchéité à l'air de la toiture qui se situe à l'extérieur et celle des parois qui se situe à l'intérieur. Si ce n'est pas le cas, on peut avoir évidemment ce type de dégâts liés à une fuite d'air extérieure qui va se condenser directement en glace dans ce cas. C'est donc une composition assez rare et délicate réservée à des spécialistes. Voilà qui termine mon exposé. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite beaucoup de courage pour cette période assez particulière. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Si vous souhaitez en savoir plus au sujet des toitures plates ou de tout autre sujet du bâtiment, n'hésitez pas à consulter notre site web. C'est très probable que vous y trouviez l'information. Et si ça ne devait pas être le cas, eh bien, contactez-nous par téléphone ou via le formulaire que vous trouverez en ligne. Merci beaucoup, au revoir.